Alors, il n'y a pas longtemps, des photos ont beaucoup tourné sur Internet. Des photos assez choquantes en fait. C'était les pieds de skieurs de haut niveau. Et franchement, ça montrait une réalité assez brutale, une réalité qu'on ne voit jamais, bien cachée sous tout l'équipement. Forcément, en voyant ça, on se pose la question, mais c'est quoi le vrai prix à payer pour la performance? Bon, à première vue, on se dit, quel est le rapport? Un skieur olympique, une femme de la Chine impériale, ça n'a rien à voir. Et pourtant, il y a un lien assez dérangeant qui les unit. La déformation volontaire et permanente du corps. L'athlète qui sacrifie son pied pour aller plus vite et la femme qui le sacrifiait pour un idéal de beauté. C'est ce pourquoi et ce comment qui sont fascinantes à explorer. Alors, on va plonger dans ces deux mondes. D'un côté, la course à la médaille, et de l'autre, une quête de beauté millénaire. On va essayer de comprendre ce que ça implique, ces sacrifices faits au nom d'un idéal. Commençons par le ski de haut niveau. La question est simple, comment un équipement, une simple chaussure de ski, peut faire autant de dégâts? Eh bien, la réponse, elle est dans une conception totalement extrême, où le mot confort n'existe tout simplement pas. Tout est sacrifié pour la précision. Le premier truc à savoir, c'est ce qu'on appelle le downsizing. C'est simple. Pour que chaque micro-mouvement soit transmis instantanément au ski, l'athlète choisit des chaussures qui sont jusqu'à 3 pointures plus petites que ses chaussures de ville. L'idée, c'est qu'il n'y ait absolument aucun jeu, zéro espace entre le pied et le plastique. Et à ça, on ajoute une rigidité mais extrême. On parle d'un indice de flex de 130 voire 150. Pour se faire une idée, la chaussure d'un très bon skieur amateur, c'est autour de 100. Là, on n'est plus dans une chaussure, c'est un exosquelette, un bloc de plastique et de carbone qui ne bouge pas d'1 millimètre. Le pied est littéralement emprisonné. Et cette prison de plastique, elle voit supporter des forces, mais des forces monumentales. Dans un grand virage, à pleine vitesse, le skieur encaisse jusqu'un 4G. C'est 4 fois son propre poids. Et toute cette énergie, elle passe par où? Par le pied, coincé là-dedans, qui doit tout absorber. Les podologues et les médecins du sport, ils ont un nom pour ça. Le conflit contenant-contenu. C'est une image assez parlante, non? C'est vraiment une bataille. D'un côté, on a le pied qui est vivant, souple, biologique, et de l'autre, la chaussure, une coque en plastique totalement rigide qui ne cède pas. C'est le pied qui perd, toujours. Il est écrasé, la circulation est coupée, ce qui mène bien sûr à des déformations sur le long terme. Ok, mais alors, que se passe-t-il quand on inflige ça à son corps tous les jours pendant des années? Eh bien, le corps ne se laisse pas faire. Il essaye de s'adapter. Mais cette adaptation, elle laisse des traces bien douloureuses, et souvent pour toujours. Comment il s'adapte? En fait, il se défend. Il va créer des surplus d'os, ce qu'on appelle des exostoses, là où ça appuie le plus fort, comme pour se protéger. On voit aussi apparaître des déformations comme la maladie de Haglund, c'est une grosse bosse sur le talon, ou le quintus varus, là c'est le petit orteil qui est tellement serré qu'il finit par passer sous son voisin. Ce sont vraiment les cicatrices de cette guerre silencieuse qui se joue dans la chaussure. Et attention, le problème ne s'arrête pas au pied. Loin de là. Comme la chaussure bloque complètement la cheville, toutes les forces, tous les chocs, ils remontent. Dans les genoux, dans les hanches et bien sûr dans le dos. Les chiffres sont éloquents. La moitié des skieurs d'élite se fait un ligament croisé antérieur dans sa carrière. La moitié. Et 80% ont des douleurs chroniques au dos. C'est énorme. Allez, maintenant, on change complètement d'époque et de lieu. On va faire ce parallèle historique qui, on va le voir, donne une perspective assez vertigineuse à tout ça. On va parler de la pratique chinoise des pieds bandés. C'est un sujet sombre, mais qui éclaire beaucoup de choses. Il faut imaginer la Chine à partir du Xe siècle et pendant près de 1000 ans. Une coutume s'est installée, celle des lotus d'or. Pour une femme, avoir les pieds les plus petits possibles était la condition pour espérer un bon mariage. C'était un marqueur social très fort. Ça voulait dire qu'elle était d'un rang assez élevé pour ne pas avoir à travailler. C'était vraiment l'idéal de beauté ultime poussé à son paroxysme. Le processus en lui-même, il est terrible. Ça commençait très jeune, entre 4 et 7 ans, quand les os sont encore souples. D'abord, on pliait les 4 petits orteils sous la plante du pied. Ensuite, on forçait la cambrure du pied jusqu'à casser les os du métatarse. Et pour finir, on maintenait cette forme brisée avec des bandages serrés à l'extrême. Ce qui est vraiment glaçant, c'est que c'était un système. Il y avait des catégories de beauté. Le lotus d'or, c'était le Graal, le pied parfait. En dessous, il y avait le lotus d'argent, et pour les pieds jugés trop grands, le lotus de fer. Et derrière cette poésie, la réalité médicale était atroce. Des infections à vie, et on estime qu'une jeune fille sur 10 mourait de septicémie à cause de ça. Bon, maintenant qu'on a ces deux histoires, mettons-les face à face. Le skieur et la femme aux pieds bandés.
La grande question qui se pose, c'est jusqu'où peut-on aller dans le sacrifice de son propre corps au nom d'un idéal? Que cet idéal soit la performance ou la beauté, et que le sacrifice soit choisi ou imposé. Il y a une citation d'une ancienne skieuse paralpine, Frédérique Turgeon, qui résume ça très bien. Elle dit que le corps devient une vitrine, qu'il est jugé, comparé, et que ça cache toute la souffrance qu'il y a derrière. C'est exactement ça. Le corps n'est plus qu'un outil de performance, et sa santé, eh bien, elle devient secondaire. C'est là qu'est toute la différence et en même temps toute la ressemblance. L'athlète, aujourd'hui, fait un choix. Bien sûr, il y a la pression du coach, des sponsors, de la compétition, mais ça reste un choix personnel, guidé par la passion. La jeune fille chinoise, elle, n'avait aucun choix. C'était une obligation sociale, une question de survie. Et pourtant, le résultat final, il est étrangement similaire. On déforme le corps de manière permanente pour qu'il corresponde à un standard extérieur. Heureusement, dans le sport, les mentalités commencent à changer. On parle de plus en plus de performance durable. L'idée, c'est de garder l'athlète en bonne santé sur le long terme. On développe des technologies comme le boot fitting, où on moule la chaussure sur mesure au pied de l'athlète. On travaille sur la prévention. On comprend enfin qu'un athlète en bonne santé est un athlète plus performant. La santé n'est plus vue comme un frein, mais comme le moteur de la performance. Tout ça nous laisse avec une question en suspens. Où est-ce qu'on trace la ligne ? La ligne entre le sacrifice qu'on fait pour une passion et le dommage irréversible qu'on s'inflige, entre le dévouement total et l'autodestruction. Ces deux histoires, si éloignées dans le temps et l'espace, nous renvoient finalement à la même chose. Le rapport étrange, parfois violent, que l'on entretient avec notre propre corps face aux idéaux que notre société nous impose.